Bonjour, bonjour. Alors, j'ai la voix un peu cassée. Petit tuto rapide, rapide on verra ça, sur l'animation, les bases de l'animation. Donc je vais vous présenter quelques exemples et puis ça vous servira dans vos travaux pour un petit départ d'animation. Donc la première chose à savoir dans l'animation, c'est bien évidemment la barre d'animation qui se trouve en dessous, qui est entièrement réglable via cette petite icône, Time Configuration ici. Donc à toujours régler en PAL, en 25 images secondes, d'accord. C'est le format international, donc à utiliser. Et puis ici vous pouvez régler le début et la fin de votre barre. Ok, la barre d'animation. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK. Vous avez une alternative à ça, qui consiste à utiliser les touches CTRL ALT, de rester enfoncé, et puis déplacer soit grâce au clic gauche, ainsi je déplace l'avant de ma barre, la partie avant 0, le 0 en fait je déplace, ou alors je clique droit, et en faisant un clic droit, je déplace la partie droite de ma barre. Voilà, donc ça c'est simplement ces bases si tout ce qui concerne l'animation se trouve ici. Ok, donc dans cette fenêtre là, on a l'avancée, la lecture. Donc la lecture, hein, pour rappel, c'est la touche slash, ok, donc qui permet de faire avancer la barre d'animation. Et puis vous avez ici de quoi rajouter des clés. Avant ça, bien évidemment, on va se mettre en mode AutoKey. Pour ça, on clique et tout se transforme en rouge. Comme ça, vous savez que vous êtes en train d'animer. À partir du moment où vous êtes en train d'animer, tout ce que vous allez faire va être enregistré. Donc, ici, il faut partir du principe que je vais avoir mon objet qui va s'animer, mais il ne va pas s'animer, évidemment, si je n'avance pas la barre d'abord. Donc je vais avancer cette barre de 2 secondes ici, de 0 à 50, voilà. Et donc à partir de là, je me retrouve avec pouf, une animation. Ok, on a un délai, c'est-à-dire qu'on a une inertie de départ, une inertie de fin. Hop, et hop. Donc c'est-à-dire qu'au départ, elle accélère, et à la fin, elle ralentit. Donc ça, c'est entièrement réglable, via ce qu'on appelle les courbes. Donc vous avez accès au Curve Editor ici dans les Graph Editor, Track View, Curve Editor, donc qui est une grande fenêtre, hein, une fenêtre qu'on peut mettre sur un écran entier, sur lequel on va retrouver ici nos clés. D'accord. Cette fenêtre, on peut aussi la retrouver plus simplement ici, dans cette petite icône qui s'appelle Open Mini Curve Editor, que vous pouvez agrandir un petit peu, pour voilà, trouver en fait, hein, ça j'en parle dans le tuto sur les flammes, sur la création de flammes, l'animation d'objets, hein. Donc celui-ci vous le connaissez. Et donc vous connaissez aussi ces trois boutons, ces trois icônes qui permettent en fait d'afficher les valeurs, donc les clés d'animation, en horizontal et en vertical dans la barre ici XY. Donc je clique ici, tac, et j'ai mes clés qui apparaissent. Donc le ralenti de départ et enfin l'accélération de départ et le ralenti de fin sont entièrement liés à ces courbes. Courbe d'arrêt, ok, donc là c'est la courbe d'arrêt et ça c'est la courbe de départ. Donc si je veux faire accélérer mon cube d'un coup et le faire ralentir ensuite, il faut que les deux premières clés soient linéaires. Pour les rendre linéaires, j'ai simplement à cliquer ici, sur cette icône. D'accord. Donc d'un coup, je me retrouve avec les mouvements qui sont plus secs, plus linéaires. Donc si je fais lecture, voilà, je vais avoir le cube qui va accélérer d'un coup. Tac. Il n'y a pas d'accélération, c'est vraiment un départ franc et net. D'accord. Donc ça, c'est pareil avec l'animation de tout. C'est-à-dire que l'animation d'une caméra, ça va être la même chose. On va se poser une caméra, par exemple, ici. Hop, je pose une caméra avérée. Je vais mettre une clé aussi à 50 ici. Je vais faire une curve editor juste pour faire ça. Donc pour changer, pour faire un déplacement, soit j'utilise ici hein, toutes les options des caméras qui sont dans le coin inférieur droit, soit j'utilise l'orbite caméra, soit
je me mets ici en vue de dessus et je vais simplement déplacer ma caméra. D'accord? En faisant ça, je me retrouve encore une fois sur ma caméra ici, hop, avec des courbes. Donc ça, c'est ma caméra. Okay, à chaque fois que vous allez sélectionner un objet, vous allez avoir les options de ces courbes. Donc si vous ne voulez pas, encore une fois, avoir de courbes ici, simplement, hop, mettre en linéaire. Du coup, la caméra ne fera pas d'accélération et ne fera pas de ralenti non plus à la fin de l'animation. Donc ici, si je me remets à faire l'animation, hop, voilà, j'ai quelque chose de fluide du départ de la caméra jusqu'à la fin. Ok, donc pour tout plan caméra, ça va être la même chose. N'hésitez pas aussi à animer ma target, on peut le faire ici par exemple. Je vais chercher ma target, et puis je vais, d'ailleurs la première clé de ma target, je vais la mettre à 0, voilà, comme ça, tac. Et puis je vais aller, voilà, à 50, et une fois arrivé à 50, ma target, hop, elle va s'aligner sur le cube. Alors je peux directement l'aligner, je peux faire un alignement rapide. L'alignement rapide, c'est Shift A, ça permet d'aligner rapidement un objet à un autre. Hop, et puis je vais le monter comme ça. Voilà. Shift A, ça correspond à cette option, hein, le Quick Align, ici. L'alignement normal, il n'a pas de raccourci. Voilà, et donc là c'est pareil, je vais me retrouver avec un déplacement. D'accord. Pour la target, c'est un peu moins grave, qui est un point de départ. Ça lui donne un petit gap, mais si vous voulez le retirer, c'est pareil. Je sélectionne mes clés, et je retire le gap de départ. Tac. Voilà, comme ça le départ est vraiment pleine balle, en même temps que le cube, ensuite il ralentit, et voilà. Ok. Donc ça c'est l'animation simple, hein, pour déplacer un objet, animer une caméra. Ensuite on a une option un peu pratique et particulière, qui va se trouver ici dans l'onglet Motion. Donc l'onglet Motion, ici on va avoir des options hyper intéressantes, qui sont les options du Motion Pass. Donc quand je clique sur Motion Pass, je me retrouve avec ici, regardez, une ligne qui me sert de valeur, qui me sert de visualisation en fait, directement dans la fenêtre de Max, des courbes. En fait, ce sont les courbes, mais visibles dans la fenêtre. Okay. Donc je peux très bien rajouter des clés à ces courbes. Je peux très bien, regardez, sélectionner ici les courbes directement. Donc ça, ce sont les courbes de mouvement et les courbes d'accélération. C'est-à-dire la courbe de mouvement, c'est simplement la ligne en elle-même, et l'accélération, c'est le fait d'avoir les points, les petits points blancs qu'on voit ici. Je vais zoomer un petit peu. Les petits points blancs qu'on voit là. Voilà. Plus ils sont espacés, plus l'animation est lente. D'accord? Plus ils sont rapprochés, plus l'animation va être courte. D'accord? Donc c'est là qu'on va se retrouver avec une accélération ou quelque chose de plus fluide, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi la possibilité ici, si vous ne voulez pas toucher aux clés de départ, c'est de venir rajouter ici une clé. Par exemple, je peux venir rajouter une clé ici au départ de l'animation. Et puis je peux venir la sélectionner et la déplacer. Ainsi, qu'est-ce qui se passe quand je bouge mon objet, son animation bouge en même temps. D'accord? Donc je peux régler mon animation soit d'une partie totalement linéaire à la main et puis déplacer ce que je veux, mais je peux aussi utiliser le Motion Pass pour me rendre compte des choses en fait qui sont créées, les mouvements qui sont créés ici, et puis les courbes aussi. Les courbes qui sont faites ici. Alors ici, il bougera pas ici, lui. Il bougera pas puisque on est sur un système linéaire, d'accord. On lui a donné une clé linéaire, du coup il sera toujours droit, d'accord. Ce qui va générer la courbe, ça va être simplement celui-là. C'est lui qui va dire à un moment donné, bon, c'est moi le patron, c'est moi qui gère la courbe, et lui il sera toujours linéaire de ce côté-là. Donc ça c'est une chose. Autre chose avec cet outil-là qui est assez pratique, en fait, vous connaissez le Motion Pass, c'est-à-dire
créer un objet, créer ici une ligne. Alors là je le fais avec un cercle, là, je pourrais le faire avec ce que j'ai n'importe quoi. Aller ensuite dans l'animation contrainte et aller chercher ici une contrainte spéciale. Ici par exemple la contrainte passe et aller chercher le cercle. Ainsi je vais avoir ma sphère qui va tourner autour de ce cercle. D'accord. Donc on connaît ça, et puis on a une option ici dans l'outil de conversion. Donc ça c'est que le display, hein, c'est que pour afficher les choses, je vous en parle pas, c'est tout con. Dans ici la conversion, on a par contre la possibilité de convertir une animation. Soit directement convertir en plusieurs clés, vous voyez, date de début, frame de fin, et le sample. Sample, c'est le nombre de clés qu'il va poser. Donc si il fait ça en 10 clés, ben, il va vous mettre 10 clés sur de 0 à 83. Et puis vous avez aussi la possibilité de convertir ici en split. Donc si j'ai mon animation et que je clique sur Convert to, je me retrouve maintenant avec, regardez, une split. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant puisque ça vous permet de créer des splines à partir d'animations. Et une fois que si par exemple vous voulez faire une animation rapide à la con et que votre objet ensuite a son chemin, vous pouvez ensuite linker l'objet au chemin que vous avez créé via l'animation directement en spline avec un pass contrainte par exemple. Donc c'est assez intéressant, à utiliser. Il faut voir évidemment dans quelles conditions vous allez pouvoir utiliser ce genre de choses. Mais voilà, au moins je vous l'ai présenté. C'est plutôt intéressant, et ici du coup le Conversion Tools, il vous suffit de rentrer une valeur. Ici par exemple je vais mettre 0 à 50 et je vais lui dire bah, tu vas me mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10, c'est bien. Et on va cliquer sur Collapse. Vous voyez. Et en fait, en cliquant sur Collapse, alors je vais pas mettre 10, je vais mettre 9, tac, et je vais faire Collapse. Voilà. En cliquant sur Collapse, je me retrouve, regardez ici, en bas. Je peux casser le motion pass, je peux me remettre sur paramètres ici, voilà. Et je me retrouve maintenant avec une clé, vous voyez, à peu près toutes les 6 frames, voilà. 6 frames, une clé. On a divisé ça en 10 tout simplement, d'accord. Donc c'est un outil très intéressant, assez passionnant, quand on veut animer, qu'on puisse animer directement les courbes dans la fenêtre, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à utiliser ça, et puis à pratiquer bien sûr. Alors ensuite, l'utilisation de la barre et des clés tout simplement, hein. Il vous suffit de sélectionner une clé, de bouger pour allonger une animation. Et puis vous pouvez aussi sélectionner l'ensemble des clés, d'accord? Et vous allez avoir une barre qui va apparaître en bas, qui va vous permettre d'agrandir directement le timing de l'ensemble de l'animation, d'accord? Si vous voulez faire quelque chose de plus long, voilà, ou de plus court, etc. Si cette barre n'apparaît pas, moi je l'ai configurée, donc peut-être qu'elle n'apparaît pas de base, vous allez faire un clic droit dans la barre et aller la chercher ici, en activant Show Selection Range. Okay, c'est via ça que vous aurez accès à cette barre qui apparaît quand on sélectionne plusieurs clés. Les clés sont utilisables de différentes façons, c'est-à-dire que je peux sélectionner une clé, maintenir Shift. Le fait de maintenir Shift, ça va me faire copier cette clé. Okay. Donc par exemple, je peux refaire mon animation dans le sens inverse, simplement en ayant copié les clés. Ok, je peux simplement créer une boucle d'animation de cette façon. En parlant de boucle d'animation, tant qu'à faire, ça peut vous servir. Il me semble que je l'ai déjà abordé aussi dans le tuto sur les flammes, mais je vous le remontre ici au cas où, en live, c'est toujours intéressant. Donc vous allez aller chercher ici dans le menu Edit, contrôleur, vous allez chercher Out of Range Types. Donc ici c'est simplement la manière de faire boucler une animation. Donc cette manière, elle est
somme toute assez variées, puisque vous pouvez faire des loops, des répétitions, quelque chose de linéaire, un cycle par exemple, etc. De base, il est constant, c'est-à-dire qu'une fois que l'animation est finie, il ne se passe rien. Nous, on peut faire en sorte de faire looper l'animation à la fin, à la fin des clés, puisque vous avez toujours une touche vers la gauche et une touche vers la droite. Donc ici, je suis constant au départ, il ne se passe rien. Donc l'objet ne vient de nulle part, démarre son animation à 0, et ici, à la fin de son animation, il va faire une boucle, automatiquement. Donc si je fais OK, ici, je me retrouve, regardez, avec des valeurs, je vais dézoomer un peu, voilà, avec des valeurs qui sont complètement bouclées. Ouais. Je peux fermer et puis montrer ça. Ouais. Et là, il va continuer sa course. Simplement parce que je l'ai fait boucler. La boucle est complètement configurable, vous pouvez l'inverser. L'avantage de ça, c'est que cette boucle, elle se fait automatiquement. Si je réduis l'animation ici à 50 frames, l'aller-retour, la boucle va faire la même chose. Et elle va continuer. Donc c'est assez pratique d'utiliser ça pour faire un ping-pong avec un objet et puis faire boucler une animation, quelle qu'elle soit, que ce soit un noise, que ce soit une révolution autour de quelque chose, etc. Avec pendant ce temps-là, il y a ma sphère qui tourne autour de son cercle. Alors souvenez-vous, attention, hein, quand vous faites une animation comme ça, on l'a vu avec l'animation de caméra, 360, mais il faut bien faire attention à l'interpolation ici du cercle, puisque l'animation va tenir compte des pas qui sont là, d'accord? Donc évidemment, hop, lui il va sentir les coins, d'accord? Donc si vous voulez éviter ça, évidemment, on se met en mode adaptatif, voilà, pour avoir une animation bien fluide. Faire attention à ça. Chose suivante, on va simplement parler je vais refaire une autre boîte. On va simplement parler des pivots un petit peu. Alors les pivots, vous connaissez. C'est pas vraiment des pivots que je veux parler. C'est plutôt des points et des demi. Enfin, on va appeler ça demi, mais on va aller chercher un point. Donc en gros, ce sont les contrôleurs. Je vais avoir ma boîte ici qui a son propre point de pivot. Je vais lui mettre son point de pivot central. Voilà, il est central par rapport à l'objet à partir de maintenant. Et puis je vais aller chercher en création ici, dans l'onglet Helpers, je vais aller chercher un point. Alors pourquoi un point? Parce que je préfère utiliser les points parce qu'ils ont plusieurs configurations. C'est la même chose qu'un demi en gros. D'accord. Un demi c'est un objet nul, un objet qui sert simplement à l'animation. Et puis je vais avoir le point à côté. Voilà, le point lui, hop, il fait une croix. Le demi, lui, il n'a aucune option à part sa taille. D'accord. Et sa taille, elle est seulement réglable avec son scale. D'accord. Donc vous n'allez pas pouvoir configurer sa taille autrement que en le scalant. Ça, c'est pas très pratique. À côté, vous avez le point. Et lui est plus pratique. Pourquoi? Parce que vous avez différentes options, notamment la boîte. Vous voyez, reprendre la croix, etc. Et vous avez surtout une option de taille, ce qui vous évite de faire un scale avec votre demi. D'accord? Donc bien plus pratique, puisque vous savez que le scale, surtout en animation, est un peu dangereux. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir ici cette option gérer directement pour gérer la taille de l'objet. Si je le gère en scale, vous voyez bien, le size ne bouge pas. Donc sa valeur est faussée. Donc attention à ça. Attention à ça, parce qu'une fois que j'ai attaché un objet, par exemple ici je vais faire un link simplement entre mon objet ici, et quand je change sa taille, rien ne se passe. Par contre, quand je le scale, il va aussi changer la taille de mon objet. D'accord? Donc ça, c'est hyper important, puisque ça vous permet d'être entièrement libre. C'est pour ça que le demi, j'ai tendance à même plus l'utiliser aujourd'hui. Donc, il y a une autre option aussi, c'est en dessous ici, regardez, Constant Scale Size, en fait, qui va faire que j'ai beau zoomer, dézoomer, il sera toujours à la même taille. Assez pratique. Donc, ici, vous avez vu, j'ai fait un link. D'accord, donc ça ce sont les options de link, les trois ici, donc ça c'est les options de space wrap,
pour tout ce qui est des formateurs, on verra ça plus tard. Vous avez ici le Select and Link qui permet de linker un objet à un autre. Le D-Link à côté, voilà, donc là j'ai délinké, mais lui était linké à personne, c'est lui qui est linké à l'objet, donc voilà, maintenant que c'est délinké, c'est bon. Et vous avez dans votre fenêtre ici qui s'appelle Scene Explorer, hein, vous avez ici deux options, les layers pour ranger simplement, et à droite ici vous avez la hiérarchie. La hiérarchie, elle va servir à savoir qui est l'enfant de qui, d'accord, qui est le parent, qui est l'enfant, etc., etc. Donc j'ai ma boîte ici et j'ai mon point, d'accord. Je vais glisser ma boîte dans mon point. Et du coup, mon point contrôle ma boîte. D'accord. C'est la même chose que le Select and Link en fait. Je vais sélectionner Select and Link, je sélectionne, je glisse, et ensuite je sélectionne mon point, pouf, ma boîte est partie se mettre dans le point. D'accord. C'est exactement la même chose, sauf que c'est différentes façons de faire. En fait, la hiérarchie existe depuis moins longtemps que le Select and Link. C'est pour ça que le Select and Link est toujours là, mais il est un petit peu obsolète aujourd'hui, surtout avec l'utilisation de la hiérarchie qui est beaucoup plus pratique. Évidemment, de glisser un objet dans un autre, c'est plus compréhensible que de se dire il faut que je prenne l'objet et il doit être contrôlé par. Là, la différence, c'est que j'ai juste à glisser mon point dans mon contrôleur et c'est fait. Okay. Donc, ce petit point là, je vais sortir ma boîte. Hein, vous voyez, il suffit de sortir les objets pour les délinker. Mon point ici, c'est lui qui va contrôler ma boîte, où qu'il se trouve. D'accord. Donc, si je l'aligne à ma boîte, il va contrôler ma boîte. Là, au même endroit. Par contre, si je le décale, et que je mets ma boîte dans mon point, il va être contrôlé à partir de ça. Alors en position, ça change rien. Par contre, en rotation, c'est là que ça devient hyper intéressant. Puisqu'il va avoir un point de contrôle différent, d'accord, de lui-même. Et là, ça devient vraiment intéressant. Donc, ce point ici, je peux très bien aussi le glisser ici, par exemple. Donc, je vais activer mon snap. J'active mon snap en mode vertex, d'accord. Je sélectionne mon objet, je vais sélectionner, regardez, tous les axes, tac, et je vais me linker à un point du cube. Voilà, comme ça je suis linké directement dans un de ces coins. À partir de là, je glisse ma boîte dans mon point, et ma boîte est contrôlée directement, regardez, par mon contrôleur. Alors, il y a une manière assez rigolote de faire en sorte d'avoir plusieurs contrôleurs qui s'activent au fur et à mesure les uns les autres, ce qui permet de faire une rotation, pouf, s'arrêter à 90, ensuite c'est le contrôleur de droite qui va faire la même rotation, et de cette façon on va pouvoir faire déplacer le cube. Je vous montrerai ça un de ces quatre, c'est assez rigolo à faire. Mais ce qui est hyper important, c'est surtout de se dire, voilà, je veux animer ce cube, je veux l'animer sur, mettons, une seconde, j'active le snap angle avec la touche A, et puis je fais ma rotation ici à 90 degrés. Voilà. Et donc là, sur 25 secondes, tac, j'ai animé okay, ma boîte. Parfait. Ok, donc je vais pas vous en montrer beaucoup plus que ça. C'est une base déjà assez intéressante. Vous allez pouvoir faire pas mal de trucs avec ça déjà. Je reviendrai sur d'autres choses dans une prochaine partie. Allez, bye bye.